Le coup tordu les amis, bienvenue dans le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme, vous connaissez le 371e épisode du coup tordu, je dis vous connaissez mais il y a aussi des nouveaux qui nous rejoignent et vous êtes les bienvenus. Le coup tordu c'est le podcast des passionnés, pour les passionnés. Dans le coup tordu il y a des interviews, il y a des previews, 371e épisode du coup tordu, on va parler de l'étape reine de la Vuelta 2025 qui va amener les coureurs du côté de l'Angliru. On parlera aussi de la 4e étape du Tour de Grande-Bretagne qui a lieu ce vendredi 5 septembre 2025. On a une belle journée de vélo à analyser et qui dit étape reine de la Vuelta dit équipe type du coup tordu. Dans la place, Monsieur Enzo alias Phoenix. Comment va mon Phoenix ? Bah écoute, ça va bien, content de vous retrouver pour la preview de l'Angliru demain. Le fameux Angliru et le plus passionné des passionnés qui est dans la place, Monsieur Thibaut, alias Latib. Bon Thibaut, ça va moyen toi aujourd'hui. Je suis malheureux, pas fort. Alors pour ceux qui ont écouté le podcast hier, vous allez un petit peu comprendre pourquoi. Mais Thibaut, tu vas rappeler quand même. Et un peu comme Enzo, j'ai lu sa preview, je pense qu'on était raccord sur les noms à citer, à savoir ceux de la Movistar qui avaient un peu les clés en main, on va dire, dans l'échappée, avec un surnombre et une présence potentielle de Juan Ayuso. J'étais sur la doublette Castrillo-Romo qui a été étonnant, sauf qu'à partir du moment où Romo se trouve à 2, avec Ayuso, je n'ai prié que pour une chose, que Brio-Roland fasse la jonction, parce que à 2, c'était sûr que l'Emiretti allait en gagner une nouvelle. À 3, il y aurait eu moyen de manœuvrer, d'attaquer et potentiellement de profiter un petit marquage où Brio-Roland dit bah non, c'est à toi de jump Ayuso, et puis il y a Ayuso qui joue un peu avec les couilles de Brieux. J'aurais prié pour ça. Eh ben non. Et puis, comble de l'ironie, juste avant le départ, on a un Jonas Vingegaard qui dit bon, ce serait peut-être pas mal qu'on place quelqu'un à l'avant au cas où, pour qu'il aille jouer l'étape, ou l'avoir pour le récupérer un peu plus tard si jamais il y a de l'action dans le final. Du coup, j'ai pris Campenarts gagnant et placé. Donc tu l'auras compris, une victoire de Romo que je n'ai même pas en podium qui fait 2e, et un podium de Victor Campenarts qui fait 4. Le retour de la malédiction. Ça passe pas loin. En tout cas, voilà, vous avez écouté le coup tordu hier soir, vous aviez quand même Romo dans l'analyse, donc j'imagine qu'à l'écoute, il y en a certains qui ont pris Romo en top 3 sur l'étape. Enzo, Romo, on va dire qu'il a été un peu, il a manqué un peu d'expérience dans le final, hein. Ça a été pas, voilà, ça manquait un peu de métier quand même. Ouais, alors j'avoue que j'ai regardé que d'un œil, j'ai pas eu le temps de me refaire l'étape complètement. Je crois avoir vu passer sur Twitter un article où il disait qu'il croyait en son sprint. J'ai peut-être mal lu, encore une fois, j'ai regardé rapidement. Mais... Non, mais ça colle complètement avec ce qu'il a fait sur les 10 derniers kilomètres. Voilà. Mais je trouve ça bizarre quand t'as Ayuso en face de toi qui est quand même loin d'être lent. Mais par après, j'ai vu pas mal de critiques sur sa manière de rouler dans le final, que j'ai pas vu, mais que j'imagine. Hein, c'est-à-dire, je pense qu'il a dû prendre des gros relais de bourrin plus qu'Ayuso. Après, je me mets un peu à sa place. Et à la place de la Movistar qui avait 5 mecs à l'avant, donc les 3 quarts de l'équipe. Imagine, le mec roule pas, le groupe derrière rentre, Movistar fait 11, 12, 13, 14, 15. Les mecs, ils se font allumer. Genre, ils se font détruire alors qu'ils auraient fait une belle course en soi collective, tu vois. Donc je comprends, le mec il se dit, de toute façon si le groupe rentre, je suis même pas podium, je fais fond de top 10 et encore. Là ça se tente, tu vois, Ayuso m'a pas décroché, ça veut dire qu'il est peut-être pas plus fort que moi, ça peut se jouer à la fraîcheur après cette étape. Bon, honnêtement, je peux comprendre. C'est vrai que quand on regarde le résultat et la manière dont Ayuso gagne, avec Romo qui est obligé de se rasseoir très vite, tu dis ouais, mec, t'avais aucune chance. Mais on a déjà vu aussi des sprints en 2e semaine de Grand Tour. T'as des mecs que tu penses imbattables et au final, ils sont battus, quoi. Ah oui. Donc bon. J'ai même déjà vu ça sur le Tour des Flandres. Enzo, sinon, ça fait quand même du bien de revenir un petit peu au vélo. Là, on a eu une journée de vélo, on a quasiment parlé que vélo. On n'oublie pas ce qui se passe dans le monde, mais voilà, revenir sur le sportif et uniquement sur le sportif, c'est quand même ce qu'on aime. Oui. En même temps, je préfère le sport à la guerre. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais c'est pas une raison pour éluder ce qui se passe à côté. Bien sûr. Et voilà. Enfin, je me cache pas de mon avis sur les réseaux, donc je sais pas si c'est utile que je leur dise ici. Mais voilà, je soutiens totalement
les protestations qu'il y a eu. J'ai trouvé ça très beau, l'engouement au Pays Basque. T'allais dire un truc. En fait, pour en revenir en fait à la pensée d'Enzo, si on peut la traduire, c'est la Vuelta, mais ce n'est que du sport. Et à côté, il y a bien plus grave. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça ne reste que du sport, évidemment. On va basculer sur la preview, sur l'analyse de la 12e étape, 13e étape là, 13e étape de la Vuelta. On parlera aussi du Tour de Grande-Bretagne en fin d'épisode parce que j'ai quand même vu des énormités au niveau des cotations. Je vais rappeler que le Coup Tordu est avant tout un podcast de vélo avant d'être un podcast de betting. Si demain le betting disparaît et qu'il devient interdit de parier, le Coup Tordu continuera et on n'incite absolument personne à jouer. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent écouter le podcast et qui ne font pas de paris sportifs et on vous incite pas du tout à en faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Pour ceux qui en font, jouer avec excès comporte des risques. Dans le lien de l'épisode, vous avez le numéro de téléphone de Joueur Info Service et les jeux d'argent sont totalement et strictement interdits aux mineurs. Et le conseil du Coup Tordu, c'est bien évidemment de faire du management de bankroll et de jouer des petits budgets comme ça. Voilà, ça vous permet vraiment des petites fractions et ça vous permet de rester sur un jeu ludique sans vous prendre la tête et c'est ce qu'on préconise dans le podcast. Enzo, on part sur l'Angliru. Je vais te laisser la main sur le parcours. Ouais, bon, rien de compliqué. T'as 150 km relativement plat, sans gros relief, donc ça risque d'être compliqué pour un excellent grimpeur de sortir, ou alors il va avoir besoin d'être catapulté par des équipiers baroudeurs. Et si t'es pas un excellent grimpeur, autant te dire que cette étape tu la gagnes pas, parce qu'il y a l'Angliru bien sûr, mais avant ça tu vas avoir deux belles côtes qui vont s'enchaîner dans les kilomètres qui vont précéder l'Angliru, 6 bornes à 8,5%. Et tout de suite après 5 km et demi à 8,8. Puis l'Angliru pour finir avec 12 km. C'est terrible là. Terrible parce que quand tu cites ces montées en fait qui ne sont que des digestifs, ça pourrait déjà être ça va faire mal, c'est pas la question, mais alors, quel kamikaze serait capable de tenter d'anticiper l'Angliru dans un de ces deux trucs-là, en sachant que tu auras certainement la Visma en ordre de bataille derrière? Personne va faire ça. Oui, puis en sachant que tu as l'Angliru derrière, en fait, quand tu te dis que ces montées elles sont difficiles, mais que c'est rien par rapport à l'Angliru, en fait, l'Angliru, à chaque fois, cristallise un peu les attentions et les tensions, surtout. Ah, c'est normal, après, quand tu vois le truc, alors les 5-6 premiers kilomètres sont pas si difficiles. Alors, tout est relatif, hein, voilà, mais pour des cyclistes professionnels, on n'est pas non plus sur un truc infaisable. Par contre, les ça va, on est sur 6,9 à 8%, ça va. Ça reste faisable pour un bon grimpeur professionnel, je suis désolé. Sinon, tu peux pas espérer gagner une course ou un grand tour si tu passes pas ça relativement bien. Mais non, le grand n'importe quoi, c'est les 6 derniers kilomètres où tu passes quasiment pas sous les 12% de moyenne. C'est immonde. En tout, ça fait quoi? Ça doit être un peu plus de 40 minutes de montée, je pense, sur les 12 bornes. J'ai pas regardé le com, mais il y a moyen qu'il saute demain, parce que même avant 41 minutes et 56 secondes. Roberto Heras, 2000. D'accord. Juste sous les 42 minutes. Il y a moyen que demain Vingegaard aille taper ça. Parce que je crois qu'il est plutôt motivé pour l'étape de base, avant même le départ de la Vuelta. De mémoire, je crois que c'est un peu, en tout cas pour moi, c'est un peu là que je l'avais découvert, quand il avait passé au relais pour Roglic en 2020, c'est ça. C'est ça. C'est à cause de ce relais-là que je m'en étais fait. D'ailleurs, en 2020, c'était situé avant la Flèche Wallonne, parce qu'on avait eu un calendrier un peu modifié et condensé en fin d'année. Et j'en avais fait un de mes favoris et un bon outsider au top 3, top 10 au vu de son Angliru. Et c'est dommage de ne pas l'avoir vu jusque-là sur la Flèche Wallonne. Ouais, il est un jour peut-être, surtout que là, niveau punch, il a l'air d'avoir pas mal travaillé. Ça pourrait être sympa. Mais du coup, oui, non. Et puis, là, il y a 2 ans, pardon, il avait terminé dans la roue de Roglic quand Kuss leur avait dit « Allez-y, les gars, jouez l'étape ». Oh là là, c'était très rigolo. Bref, donc oui, c'est une victoire qui lui manque. Je pense une victoire qui lui tient à cœur. Si en plus on ajoute à ça la frustration d'hier avec l'étape neutralisée qu'il voulait aussi remporter pour son fils, je pense que demain on voit pas un Visma prendre l'échappée. Ils vont être 7 à la queue leu pour le catapulter dans les pourcentages les plus forts et
Et puis écoutez, accrochez-vous à votre slibard, hein, bon courage. Un petit mot de la météo, Thibaut? Bon, c'est clément. Après, honnêtement, le vent, en fait, c'est un truc, peu importe sa puissance, peu importe sa direction, je le prendrais limite pas en compte. Parce qu'en fait, sur des telles pentes, t'es réduit face à toi-même. Face aux conditions, mais les conditions, c'est... Ah oui, non, moi je parlais en amont des ascensions, hein, éventuellement qu'il y a un coup de 20 ou 30 qui partent et qui prennent 6 minutes d'avance ou 5 minutes. On est plutôt sur un vent favorable sur la journée, tu vois, mais honnêtement, avec le problème, c'est qu'on a 150 km qui sont relativement plats, donc faut se poser la question pour avoir une chance pour les échapper. En plus, pour t'éluder un peu cette question, le vent est certes favorable, mais il est très léger. Mais pour le coup, en fait, faut se poser la question quand est-ce que va partir l'échappée, avec quel type de profil. Sur ce type de profil si plat, ça va être une échappée relativement gazier, très peu de grimpeurs, donc il leur faut énormément de temps. Bref, en fait, et puis en plus avec les Visma qui roulent derrière, honnêtement, on va pas se mentir, oui, les échappés ont une chance, mais si on veut être marseillais, si on veut exagérer le trait, les chances des échappés sont infinitésimales, quoi. Je vois quand même qu'on est en front de mer sur la première moitié de la course avec du vent, bordure, c'était impossible. Non, pas dans ce temps-là. Je crois pas. Après, j'ai pas été voir kilomètre par kilomètre là, je t'avoue, mais de toute façon, non, vu la pas de ce là. Honnêtement. Ouais, et puis même, c'est pas assez droit, c'est beaucoup coupant, t'as beaucoup de le fait qu'en fait tu sois en bord de mer et intérieur de terre. Surtout dans ces coins-là où c'est vallonné, t'as beaucoup de végétation et surtout t'as beaucoup de traversées de ville. Donc non, ça a littéralement aucune influence. Au niveau de la stratégie, c'est marrant parce que ces étapes-là, je trouve que c'est étapes reines, mais je trouve que c'est pas les plus intéressantes stratégiquement à analyser. C'est-à-dire qu'en gros, Enzo, t'as sorti la stratégie à 99,99%, ça va être ça. C'est-à-dire que les Visma qui vont imprimer un gros train, sans forcément se soucier s'il y a des échappées, des trucs, des mecs devant, même s'ils sont 20, ils vont les maintenir à 2 minutes derrière et ça sera repris dans les premiers lacets de l'Angliru. Donc finalement, stratégiquement, en plus, on sait que c'est une ascension où, comme tu le disais Thibaut, la météo importe peu parce qu'on arrive dans des gros pourcentages. Donc il y a très très peu de prise au vent. On avait vu les Visma en 2023, ils avaient joué chacun pour leur tronche, mais de toute façon, il y avait rien d'autre à faire sur ce type d'ascension parce que t'étais tellement pris avec la pente qu'un coéquipier ne te sert absolument à rien, si ce n'est à te placer au pied de l'ascension. Même c'est quand même important, mais il y a pas vraiment d'enjeu. Donc en fait, le vent, tu vas être peut-être un peu plus généreux s'il est favorable que s'il est vent de face, tu vois. Tu tenteras peut-être de partir un peu plus loin, tu pousseras peut-être un peu plus. Et là, en fait, les conditions font que, avec un vent favorable de 7 km/h, on peut aller taper le record de la montée. Ouais, et puis surtout, dans ces moments-là, le vent, s'il est de face, ça importe surtout pour quelqu'un qui est dans ta roue. Il faut voir aussi que depuis 2-3 ans, les mecs montent tellement vite l'école qu'on frôle les 20 km/h dans des pourcentages à plus de 10% maintenant. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et même si t'es dans du 10%, si t'es à 20 km/h, l'aéro compte quand même, commence à compter. Alors après, faut le tenir le 20 km/h dans la roue de Vingegaard sur du 10%. Ça, je dis pas le contraire. Mais non, mais en dessous je crois que c'était en dessous de 20 km/h, du coup, que l'influence est moindre dans la roue du mec de devant, il me semble. Je crois que c'est la vitesse à peu près qui est... De toute façon, plus le pourcentage est fort, moins il y a de prise au vent, quoi. Oui, mais c'est pas tant une question de pourcentage de pente que de vitesse d'ascension, surtout. Oui. Si t'es dans du 3% à 15 km/h, t'as moins et dans la roue de quelqu'un, t'as moins de draft que si t'étais à 25 km/h. Peu importe le pourcentage de la pente. C'est juste beaucoup plus difficile d'aller à 20 km/h dans du 10% que dans du 5%, au final. Oui, là, les grands maximum, ils seront à 17-18, quoi, entre 17 et 18. Oui, parce que là, on sera au-dessus des 10%, on sera encore au-dessus des 10%. Mais bon, bref, non, mais dans l'Angliru, même si t'es dans la roue d'un mec, normalement, il y a pas de draft. L'aspiration, le draft va pas être monumental. Toi, Enzo, si cette côte de l'Angliru, là, cette étape telle qu'elle est constituée ce vendredi,
On l'a fait 100 fois, d'accord, exactement dans les mêmes conditions, même start-list, même météo, même niveau de forme, tout pareil. On l'a fait 100 fois. Jonas Vingegaard, il la remporte combien de fois? Un bon 90, je pense. Peut-être même plus. D'accord. Ouais, juste la descente qui a l'air sinueuse dans le col juste avant l'Angliru, c'est le seul truc qui me fait douter au cas où. Mais en dehors de ça, si Visma fait pas n'importe quoi, ils se mettent vraiment directement dans des batailles pour contrôler l'échappée. Donc pour vous, tu peux jamais mettre une dinguerie qui puisse arriver. Hein. On rappelle quand même que Giulio Ciccone s'est fait faucher par un putain de cerf. Donc à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Mais honnêtement, là, qu'est-ce qui peut lui arriver? Une mauvaise chute. Et on l'a vu, il échappe pas. Hein. Il en a subi une grosse l'année dernière. Je sais pas moi, un truc à la con. Malheureusement, début de la montée, il a Richie Tello à côté de lui. Il y a un manifestant qui arrive et qui les fauche tous les deux, malencontreusement. Mais honnêtement, hormis ce type de dinguerie, il est intouchable à mon sens. Ou alors il est malade, il chope une maladie pendant la nuit, des trucs d'un genre. Mais c'est de faibles pourcentages. Donc pour vous, 1,61, pour vous, il y a valu de dingue en fait. Peut-être. Oui. Si je vous écoute, la vraie cote c'est 1,10, 1,15 quoi. En vrai. Oui. Ouais. En vrai, oui. D'accord. Après, les c'est toujours aberrant de dire ça sur un. C'est toujours aberrant de dire ça sur un cycliste, mais honnêtement, face à ce field, face à ces pentes de ce qu'on connaît de Vingo, j'ai beaucoup de respect pour ses adversaires, mais il boxe dans une autre catégorie. Là, on entre chez les poids lourds et Jonas Vingegaard, c'est un sumo face à une brindille. Et surtout sur une montée de 40 minutes. Là, sur cette Vuelta, sur le plateau qu'il y a absolument personne qui peut rivaliser avec lui. Bah, moi, je vais mettre un peu de bémol quand même, les gars. Oui, tu veux te rassurer pour ton Joao Almeida GT. Non, pas forcément. C'est le grand jour demain, faut pas se louper. Ouais. Non, mais pas que. Mais déjà Joao, au niveau des gros murs, c'est un spécialiste. Voilà. Ça, c'est un mec, on l'a déjà vu dès qu'il est arrivé sur le Giro 2022. Le mur en Italie, là, l'étape qui avait été remportée par Dan Martin en échappée. Il avait tréflé Bernal Prime, Giro 2021. Donc les gros murs longs comme ça, c'est son truc. Ce qu'il sait faire, Joao Almeida, c'est qu'il sait monter au cardio, il sait parfaitement gérer son effort. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver à Vingegaard? Bah peut-être s'enflammer un peu trop, peut-être taper dans le rouge un petit peu trop vite. Je dis pas que ça va arriver, mais je veux dire au niveau de la gestion de l'effort, Almeida, c'est très bon. La dernière fois qu'il y a eu l'Angliru en 2023, c'était Ayuso, le leader des UAE. Vingegaard, je crois, met que 39 secondes à Almeida sur la montée. Et Attends, il faut se souvenir qu'en 2023, Almeida voulait pas forcer. Vingegaard voulait pas forcer parce qu'il fallait surtout pas que Kuss explose derrière. Kuss était encore maillot rouge. S'ils sont pas coéquipiers, je pense vraiment qu'ils trèflent et Roglic et Kuss et Almeida. Moi, je pense que et puis à ce moment-là, Vingo, il était vraiment plus en négociation pour calmer un peu les ardeurs de Roglic et l'arrivée pour Roglic a été le dernier signe comme quoi la récré était finie quoi. Ouais, mais de l'autre côté, Almeida, il était là aussi, il était même pas en leader quoi, il était en lieutenant. Donc bref, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Almeida, cette montée, il va savoir la gérer. Ça c'est le premier point. Je dis pas qu'il va gagner. Mais je pense que Vingegaard ne va pas lui mettre une tôle. Le deuxième point, c'est que on est sur un col à très gros pourcentage. Et ça, pour moi, cette montée, c'est une montée qui est typique pour un VTTiste. C'est-à-dire que sur la fréquence, sur la cadence de pédalage, alors c'est peut-être un peu long pour lui. Moi le seul bémol que j'ai pour Tom Pidcock, c'est à mon avis, Visma va anticiper et va mettre un gros rythme dans les deux ascensions qui précèdent. Donc voilà, ça dépend un peu du rythme, et aussi de son niveau de forme, il a l'air bien, mais sur la cadence de pédalage et sur les pourcentages à gros chiffres, quand il faut pédaler dans la smoule, comme on aime dire nous les cycliques,
Tom Pidcock, enfin, il est né avec ça, quoi. Mais surtout la longueur de l'ascension, je pense que ça lui pose pas de problème. Puis Dôme de mémoire, alors ça doit être légèrement moins long. Enfin, en termes de temps d'ascension, c'était légèrement moins long. Mais pour moi, je crois que c'était le meilleur derrière Pogacar et Vingegaard ce jour-là. L'Alpe d'Huez, bon, il était en échappée. C'est différent. Non, mais vraiment Puy de Dôme, il joue à la pédale avec le leader. Enfin, la victoire d'étape était déjà finie, c'est pas la question. Mais pour moi, t'as Pogacar, t'as Vingegaard, et je crois que le troisième des leaders, c'était Pidcock ce jour-là. Avec le. Non, il y a Simon Yates devant lui. Mais ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ok, oui, bon, allez, pardon. C'était le deuxième meilleur derrière les deux autres. Mais il était très solide. Après, Grand Colombier, cette même année, à plus de 40 minutes d'ascension, il s'en sort très bien aussi. Non, moi je pense que c'est pas tant une question de longueur d'ascension, ou même de pourcentage. Et surtout quand tu vois la forme qu'il a actuellement, moi je pense que demain, il va être très bien. Alors, pas au niveau de Vingegaard, parce qu'il faut pas rêver, mais il va être parmi les meilleurs derrière. Enfin, j'en suis quasiment persuadé. Moi, je pense un peu comme Enzo que pour moi sur cette étape, au vu de ce qu'on a observé jusqu'à présent, il y a les deux premières places qui sont lock par Vingo et Pidcock. Ah ouais, d'accord. Vous mettez Pidcock devant Almeida. D'accord. Ouais, en vrai, moi j'ai encore un petit doute, mais si ça arrive, pas choqué. Hein. Ouais. Mais moi, je serais pas surpris qu'on ait une surprise. Je me dis, je vais rien prendre, mais moi Vingegaard, je gagnais peut-être, enfin comme les cotes, 65% du temps, à peu près. Mais par contre, il y a un truc, si tu prends pas, tu vois, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, c'est en live, et notamment sur Joao Almeida, parce que Joao Almeida, on le connaît. C'est un mec qui a tendance à lâcher et revenir au train du Diable Vauvert. Donc on est d'accord qu'il va commencer cette montée, pas impériale, et il va lâcher. Et puis il va revenir au fur et à mesure. Ah bah négatif split à la Tom Dumoulin, c'est-à-dire il finit plus vite que ce qui démarre. Il monte au cardio. C'est aussi pour ça qu'il peut être dangereux, parce qu'il finit bien les ascensions, parce que il démarre avec un rythme assez bas, et c'est pas le truc le plus con et le plus inefficace de la terre. Le seul bémol que je pourrais apporter sur Pidcock, c'est que ce con est capable de penser qu'il peut suivre Vingegaard quand Vingegaard va accélérer. S'il fait ça, il y a moyen qu'il prenne une grosse tôle. Est-ce que la dernière ascension, enfin l'avant-dernière, là, l'Alto del Cordal, est-ce qu'on a une descente technique ? Oui, c'est technique, c'est très simple. Souviens-toi de Remco qui a mis les warnings dedans. Comment elle était la descente elle est technique de ouf. Et sachant qu'il n'y a pas de vallée entre la fin de cette ascension et le début de l'Angliru, est-ce que Pidcock pourrait pas en profiter pour ça va pas lui coûter beaucoup plus d'efforts de prendre un peu d'avance? Non, parce que t'es en mode défensif et tout, t'as les yeux rivés vers l'Angliru et ta gestion d'effort de 40 minutes, tu vas pas te rajouter une pression en plus qui est physique et mentale en allant tenter la descente, etc. et un coup dans le cordal. Non. Pour moi, il reste tout sous couche panier. Même s'il prend 30 secondes, derrière les premières rampes de l'Angliru, Vingegaard aura encore du monde pour rouler. Pidcock, il va commencer à s'épuiser, alors que même que les gros pourcentages n'auront pas commencé. Moi, honnêtement, je pense que c'est plus du suicide d'essayer de partir avant, même dans la descente, pour prendre 30 secondes hypothétiques sur une montée de 40 minutes. Je pense que ça sert à rien. Est-ce que on est d'accord tous les trois que le top 3 de cette étape est verrouillé par Vingegaard, Almeida et Pidcock, ou est-ce que vous voyez un autre mec éventuellement s'immiscer sur le podium de l'étape? Inley. Oui, je dirais Inley. D'accord. Vous voyez Inley à la place de Almeida? Je le vois pas spécialement à sa place, mais s'il y en a un quatrième, pour moi, c'est lui. Thibaut? Non, moi je le vois troisième. Je vois pas forcément Almeida sur la boîte. Inley m'a toujours bien plu dans les forts pourcentages. Il était correct du côté du Puy-de-Dôme. On l'a vu l'étape qui va gagner sur le Tour de France avec le col de Marie-Blanc. Il était stratosphérique dedans. On l'a vu dans le Passo de Fedaya. Il était vraiment bien aussi. Donc sur le Giro. Donc, non, j'ai pas trop de mauvais indicateurs sur Jane Lee quand les gros pourcentages frappent. Et puis même dans l'Alto des Piquets,
les conditions étaient différentes, mais il était le plus fort des autres derrière. Alors moi, après... Il monte en pression, il est aidé de Pellizzari. Il a quand même pas mal de trucs en sa faveur. Bon, il y en a un qui me plaît bien, top 4, top 5, top 6, mais alors après le problème c'est qu'avec toute la pression mentale qu'ils subissent actuellement, je sais pas trop. Bah ouais, bon alors on vous le dit d'ailleurs, le transfert chez Decathlon là, c'est quasi ceux qui ont la carte sur Side Limit, ça c'est quand même un bon move. Donc Riccitello qui va arriver chez Decathlon, mais ouais, pour moi c'est complètement après à voir. Je pense que ce que vivent les coureurs d'Israël Premier Tech actuellement, voilà, mentalement, ça doit quand même te bouffer un peu au niveau du mental, et ça doit bouffer forcément un peu la performance. C'est obligatoire. Maintenant, Mathieu, c'est poids plume. Enfin, c'est taillé pour lui, quoi. Petit grimpeur de poche, quoi. Ouais. Ouais, on est dans le profil Kenny Elissonde, un peu Hugh Carty, bon, qui était un peu plus grand, mais vraiment, tu vois, le grimpeur qui a pas un pet de graisse, quoi. Enzo. C'est qui, c'est Golemont? Qui ça? Non, faut qu'on s'arrête. Faut qu'on parle. Là, on voit des petits pourcentages de mise sur les books. Et du côté de Bruel, j'en vois un qui subit une petite hype, à savoir Ben O'Connor. Alors déjà, est-ce que ces gens connaissent le passif de Ben O'Connor sur de tels cols? 2, est-ce qu'ils savent que hier il a déclaré qu'il était malade et qu'aujourd'hui, depuis les derniers jours, en fait, il est en perdition? Mais il est tombé en plus. Ça c'est de l'ordre du détail. À partir du moment où tu es malade et tu as une allergie monstrueuse au pourcentage à 2 chiffres, que tu auras littéralement constamment dans l'Angliru, c'est quoi ça? C'est du bête blanchiment d'argent, on fait exprès de perdre de la thune pour pouvoir retirer gros, c'est quoi le problème là? Non, c'est oui. Non, t'as raison. Bah, d'ailleurs, les boucles l'ont anticipé parce qu'il est même pas proposé en match-up, en fait. Donc, s'il est pas proposé en match-up. Mais sinon, dans le profil, non, ouais, Mathieu Riccitello, William Le Serre Junior. Alors là, je parle pour du top 10, mais c'est vraiment, en principe, sur la morphologie, ce genre de mecs qui doivent performer. Santi Buitrago aussi, à voir où est l'étape de forme, mais c'est aussi, c'est aussi un col qui est pour lui. Enzo, nos deux Italiens là qui étaient censés pas faire le classement général et jouer un petit peu les étapes, là, Giulio Ciccone et Giulio Pellizzari, là, les deux Giulio, ils en sont où actuellement? Un petit problème de sel, je crois, pour Ciccone. Ouais, j'ai cru lire ça. Bon, ils en sont que demain ils vont perdre du temps et puis c'est tout. Ah, tu penses? Bon, oui. Mais pas volontairement, parce que Pellizzari, son maillot blanc, il peut le tenir, quoi. Non, ce sera pas volontaire. Mais ils vont perdre du temps. Hier, Ciccone, plus ça va, moins ça va. Ouais. L'ascension de 40 minutes comme ça, je pense que ça va être bye très vite. Pellizzari, je pense que ce sera pas spécialement beaucoup mieux, surtout si il roule un peu pour replacer Hindley dans les premières rampes. Je m'attends pas spécialement à grand chose de leur part. On va dire que je pourrais que être agréablement surpris. D'accord. Mais non, je ne pas qu'il faille s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Puis Pellizzari, alors il grimpe bien sur les. Enfin, on l'a vu. C'était quoi le col sur le Giro où il fait 3e de l'étape derrière les deux Astana? Santa Barbara. Je sais plus là. Je t'avoue que je sais plus. Santa Barbara, je crois. Il avait fait une grosse montée. C'était le temps d'ascension était à peu près le même. On était sur légèrement au-dessus de 40 minutes. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, ce sera pas suffisant pour un top 5 demain, à mon avis. Et c'était une de ses meilleures performances de carrière. Après, il aime bien les pourcentages de chiffres. Quand on se souvient l'étape où il se fait bouffer par Pogacar, du 1, 2, 3, 4, 5. Mais en Turquie, le Tour de Turquie 2023 aussi, alors il était encore très jeune, toujours à la Bardiani. Ah ouais, le col dont on avait parlé avec Léo Bouvier, là? Babadag. Ouais. Je crois que c'est encore pire que l'Angliru, ce col-là. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais non, il sera pas ridicule. Je veux dire, je pense pas qu'il prenne une tôle, tu vois. Mais fond de top 10, quoi, ce sera pas mal. Bon, ouais, mais surtout que j'ai l'impression qu'il est hermétique à la fatigue. Enfin, à 21 ans, il enchaîne son deuxième grand tour et ça a l'air de couler, mais normal, quoi. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, tant qu'il peut suivre, il suit. Mais le jour où il sent qu'il doit se faire trop mal pour suivre, il lâchera. Parce qu'il a pas envie en fait, le truc, c'est qu'il veut pas prendre le risque de se cramer. Donc là, ce qu'il fait aujourd'hui, jusqu'ici en tout cas, c'est que il va pas puiser, il va pour l'instant pas aller puiser dans ses réserves.
Et ce qu'il avait dit, le jour où il sent que ça commence à vraiment trop taper pour rester accroché, là il lâchera. Mais c'est bon signe, il n'a pas lâché là pour l'instant. Hein. Ouais, mais au vu de ses déclarations passées, des déclarations de Ciccone, est-ce qu'on peut vraiment le croire? Est-ce que Giulio en italien ça veut pas dire menteur? Non, mais non. Après, le truc c'est que je sais pas est-ce que l'équipe lui met la pression pour le maillot blanc ou pas. Ça c'est une autre question. Ouais, pas la pression, là, mais enfin s'il peut le ramener. Hein. Bah oui, t'as quoi? T'as Riccitello en face. La concurrence, elle est moindre hein, depuis qu'il y a Ayuso. Donc, mais est-ce que ça vaut le coup pour un hypothétique maillot blanc de te cramer comme ça, enfin de cramer un de tes coureurs? Je sais pas. Je viens de voir le match-up de. Ils sont bons quand même les bouquins. Enzo, devine ce qu'ils ont proposé en match-up sur Ciccone et Pellizzari. Je sais pas, un 60-60. Bah Ciccone contre Pellizzari. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est le match-up. Ça ne m'étonne pas. Ouais. En même temps, ils sont 9e et 10e au général, donc du coup, quasiment dans la même seconde. Ouais, si tu veux. Même si quand même, je donnerais plus un avantage à Pellizzari qu'à Ciccone. Hein. Je suis d'accord. Thibaut, est-ce qu'il y a, t'as regardé les match-up? Est-ce qu'il y a un truc qui te... Pas du tout. D'accord. Je l'ai pas regardé, donc on va aller voir. Je pense que sur ce type d'étape, les match-ups, ils sont très bien cotés, hein, mais ça peut être intéressant parce que là vraiment, on est sur des étapes où vraiment c'est à la pédale quoi. Il y a pas d'impondérable, il y a pas de, ça c'est le risque d'impondérable sur une ascension comme l'Angliru. Enfin quoique, avec ce qu'on voit en ce moment et ce qu'on a vu ces derniers jours, voilà, mais en logique, il y a pas d'impondérable quoi. C'est bien coté, hein, je trouve. Je trouve qu'ils ont bien vissé le truc, moi. C'est biaisé. Je me suis posé la question l'autre jour. On voit quand même Ayuso qui se plie en deux pour Almeida. Je pense que ça va être pareil demain. Je me demandais la question de la place de Jevine dans le truc. Il y a Ayuso pouvait pas être le dernier des remparts et du coup Jevine roulait avant. Mais après, en fait, Ayuso, une fois qu'il passe, il passe totalement. Et il se relâche, donc il y a moyen qu'il finisse derrière Jevine. Et je me demandais, Jevine, la place qu'il avait fait, mais en fait, il était en échappé, donc ça fausse. Je peux avoir aucune vision de à quel point Ayuso avait relâché quoique. Je peux quand même aller voir le classement. Alors Almeida, il finit dans le groupe là, et Ayuso, il finit à combien après son relais? Ouais, il a totalement lâché 13 minutes et quelques, 14. Ouais, non, c'est claqué comme idée. Je regarde le reste, hein, mais... Non, en vrai, il y a que Pellizzari face à Ciccone quoi qui m'emballe un peu parce que Pellizzari à 2. Moi, je l'inverse en fait. Ouais, pareil. J'inverse le rapport de force. Après, attention, ça peut être si il tient sa parole, ça peut être aussi l'étape où il lâche justement. Tu vois, c'est un peu à double tranchant. Ah bah, sur le maillot blanc, quand même, je pense pas qu'il lâche là. Je me dis qu'avec le maillot blanc, la place d'Hindley et tout, les Bora, ils ont quand même maintenant un sacré shot pour avoir au moins un podium d'assuré du côté de Madrid. Donc est-ce que Giulio quand même, on lui dit pas, vas-y, il va aller chercher le maillot blanc sur celle-ci. Vois sur les autres étapes. Déjà vois l'arrivée de cette étape. Combien t'auras sur les autres? Tu le joues ou pas? S'il fait 2 top 10 à 21 ans sur la première année où il fait 2 grands tours dans la même saison. Ah non, mais c'est du lourd. Hein. Sans être leader sur ces 2 grands tours-là, solide. Hein. Ah oui, puis en plus, tu vois, t'as vu l'interview. Ouais. Je le voyais vraiment pas en cours de classement général. Genre là, ce qu'il fait cette année, je suis sincèrement sur le cul. Ah oui, non, en descente, c'est plus le même. Les contre-la-montre, progression fulgurante. T'as l'impression qu'ils sont vraiment en train de le préparer pour faire des vrais trucs. L'année prochaine, c'est leader sur le Giro. Il n'y a pas à chier. Hein. C'est leader sur le Giro. Mais là, présentement, si on regarde le classement, le 4e, c'est Harold Martin Lopez qui a déjà 5 minutes. T'as Le Cerf qui est quasi à 2 minutes. Le plus proche, c'est Riccitello à 27 secondes, mais Riccitello, il y a quand même il y a plusieurs interrogations. Il y a comment il va finir cette Vuelta, que ce soit mentalement comme en fait, est-ce qu'il a fini tout court avec son équipe? Donc il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Donc ce maillot, il se doit de le jouer.
Après, Riccitello, là, ce qu'il vit là en ce moment, je pense que pour la suite, c'est quelque chose qui va aussi le renforcer mentalement. Ouais. S'il passe ça peut, parce que bon, voilà, je pense que c'est le pire tour qu'il va vivre dans sa carrière, quoi. Donc ça peut aussi être un renfort pour lui pour la suite. Mais oui, non, Pellizzari, on est Pellizzari, on est complètement, enfin la progression, elle est exponentielle. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas. Dès le début de la saison, on l'a vu, hein, les relais qu'il tirait pour Roglic sur le Tour de Catalogne. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas, c'est pas un one time, quoi. C'est linéaire et c'est très très solide. Ok les gars, bah écoutez, je pense. Et quand même, quand tu le regardes là actuellement, il y a une, je sais pas si Enzo me rejoint, mais il y a quand même une impression de facilité. Hein. Ouais. Non mais c'est ça. En fait, il n'y a pas l'impression de piocher. Même quand il remonte pour prendre des relais, pour replacer Hindley, il pète jamais vraiment. C'est juste sur les accélérations. Bah lui, c'est pas l'effort direct, parce que déjà d'une, c'est pas le meilleur puncher du monde. Il aime bien aussi grimper à son rythme. Ouais, lycée, ouais. Mais ouais, lycée son effort. Mais non, mais alors, on va dire, ça fait depuis 2-3 ans, on voyait quand même qu'il y avait du talent chez le gamin, surtout en grimpette. On sent qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais il y a une vraie différence entre un bon baroudeur grimpeur capable de gros coups d'éclat, même en troisième semaine de grand tour, mais qui joue les étapes, et à 21 ans faire ce qu'il est en train de faire. Là, honnêtement, je pensais pas. Et puis en plus, il fédère autour de lui. T'as vu l'interview d'Hindley quand il lui pose la question sur Pellizzari? Non, j'ai pas vu. Enfin voilà, tu vois qu'il est vraiment apprécié dans l'équipe. Tu vois déjà, tu vois que Roglic, c'est lui qui avait, je pense, imposé sa présence sur le Giro. Et tu vois, pourtant ça pourrait être, le petit qui va prendre un peu la place du leader. Et des fois, tu vois les coureurs quand ils bluffent un peu, vous pensez quoi de votre équipier, machin, c'est un bon mec, c'est un peu, tu vois, tu sais, un mec qui est dans une équipe ne peut pas chier sur son équipier, c'est impossible. Pourtant, dans les équipes, je pense qu'il y a des gens, comme dans tout travail, il y a forcément des gens qui ne s'aiment pas. Donc des fois on arrive à le percevoir quand c'est un peu arraché, quand c'est un peu là on le voit typiquement en ce moment avec Almeida et Ayuso. Par contre, quand tu parlais d'Hindley, il était dithyrambique aussi sur humainement la personne de Giulio Pellizzari. Donc ça aussi, dans un groupe, à un moment donné, pour avoir des mecs qui vont aller faire le travail pour toi, si à un moment donné, dans 2 ou 3 ans, Pellizzari, même dans 1 an, est vraiment complètement au-dessus d'Hindley, tu sais que ce genre de mec comme Hindley, qui pourtant a gagné un Giro quand même, va pas avoir peur d'aller se sacrifier, se mettre en miettes pour lui. Donc tu vois, et je pense qu'en plus chez Pellizzari, ça a pas l'air d'être calculé tout ça. Ça a l'air vraiment d'être, d'être un gentil mec, quoi. Pellizzari, en vrai, c'est un kiffeur. Le mec est juste trop content. Ouais. Tu le ressens dans ses interviews, même les interviews écrites. Le mec, il est juste trop content, en fait. Et tu le vois, c'était sur le Tour de Catalogne, comment il sautait dans les bras de Roglic. On dirait un gamin avec son papa, tu sais. Le mec, il est trop heureux. Et je dis, le mec, c'est juste un kiffeur. Il aime juste pédaler. Je me souviens, j'avais lu une interview croisée de lui et de Piganzoli il y a 2 ans, où Pellizzari disait, mais moi, un vélo, je suis même incapable de changer un boyau. Je sais pas faire. Mais moi, j'aime bien faire du vélo, mais je sais pas préparer un vélo. C'est Chanel qu'on parlait ça l'autre jour. Il disait aujourd'hui les mecs de 20 ans ils savent plus du tout. Il disait nous à notre époque on savait bricoler. Il dit aujourd'hui les mecs de 20 piges ils savent même plus changer Après il peut apprendre vite. Ouais. Il peut apprendre vite parce qu'il s'est adapté quand même vachement rapidement. On se souvient de ses qualités en descente qui étaient absolument abominables. Il s'est amélioré depuis. De ses qualités dans l'effort individuel. Il s'est fortement amélioré depuis. Il a une marge de progression qui est phénoménale. Je pense que même pour être performant, ça que j'allais dire, c'est qu'en plus, aimer le vélo, enfin aller avec le sourire, c'est aussi quelque chose qui amène aussi à la performance. Moi, je remonte sur des interviews de Juan Ayuso. Aussi. Ouais, bien sûr. Mais Ayuso, par exemple, c'est un mec qui a, quand on gratte un peu le personnage, c'est un mec qui a un côté clown triste.
il aime pas son métier autant que Pogačar. C'est un gars qui s'est déjà posé des questions à 19-20 ans sur son avenir dans le vélo. Est-ce qu'il allait pas arrêter assez jeune? C'est pas un surkiffeur bah évidemment, il est à ce niveau-là, bien sûr, forcément, mais sur la performance à long terme, pour multiplier les performances, c'est pas il y a aussi un état d'esprit à avoir, et voilà, et Pellizzari bah il est dans cet état d'esprit. On va rappeler. Ouais, Thibaut. Pas avec la même pression qu'un Ayuso, tu vois, et puis même Pogačar. Hein. Quand tu compares les deux, honnêtement, Ayuso, tu le regardes dans les catégories cadets. Je t'invite à aller voir les articles qui sortaient sur lui. Il y avait déjà des grosses attentes, une énorme pression, tu vois, pour un petit gamin qui court en cadet. On se fait le récap des pronos sur cette étape de l'Angliru avant de passer à l'Angleterre. Vas-y. Allez Enzo, on t'écoute. Victoire de Vingegaard avec une bonne minute d'avance au moins sur je vais quand même dire Almeida, et en troisième Pidcock. Thibaut. Je vais rejoindre Enzo sur Vingo, qui gagne avec 43 secondes d'avance sur Tom Pidcock et 58 sur Jay Hindley. Bon. Moi, je vais rien prendre pour l'instant. Je vous tiendrai au courant, amis du coup tordu, sur les réseaux sociaux demain matin pour peut-être un top 3 de Tom Pidcock en fonction des cotations qui seront proposées, bien évidemment. C'est du mal à évaluer le top 3 parce que là il est à 10 en victoire, mais vu que Vingegaard écrase et ultra favori de la course, c'est compliqué d'évaluer un top 3. On passe au Tour de Grande-Bretagne. Vous avez regardé un petit peu le parcours? J'ai pas regardé la start list, j'ai pas regardé les premières épreuves et j'ai pas regardé le parcours. Donc on t'écoute. On a un sacré chantier demain. T'as regardé, Thibaut? Honnêtement, du coin de l'œil. Donc sur cette étape, donc 1500 mètres de dénivelé, donc c'est pas colossal. On a une bonne petite étape, on va dire, pour Puncher avec un talus à l'arrivée. Alors il y a un sacré talus au milieu de l'étape, hein, le Sun Rising Hill. Voilà, malheureusement il est à 40 km de l'arrivée. On a des pourcentages à deux chiffres. Voilà, c'est un gros talus, mais il est situé un petit peu loin de l'arrivée. Et donc derrière on a une véritable ascension pour grimpeur. Pour Puncher, voilà, Sprinter Puncher, un Burton d'Asset Hill. Thibaut, toi, je crois que tu as réussi à trouver le segment de cette arrivée. Ouais, exactement. C'est le segment qui s'appelle KH5. D'accord. Et donc voilà, donc on a une approche assez roulante sur les 200 premiers mètres. Donc talus d'1 kilomètre, et puis après on a du 11%, au milieu de la pente. Ça se radoucit un petit peu derrière. Donc Brinnan, c'est un petit peu sur ce genre d'ascension qu'il a perfé, notamment sur le Tour de Norvège, hein, qu'on a vu récemment. Donc favori à 2, ça reste assez logique. Non, moi le gars qui me plaît, j'en ai parlé dans le podcast. Alors ça sera pour un petit top 3. Je vais attendre un petit peu que les cotations sortent. Mais vu qu'il est coté vainqueur à 80, je pense qu'il va y avoir un top 3 qui va être plutôt intéressant. Brady Gilmore, des Israël. Dont j'ai déjà parlé dans le podcast, qu'allume véritablement tout. Alors certes à des niveaux moindres, mais il arrive en confiance parce qu'il a gagné pas mal de courses, et je suis curieux de le voir à ce step supérieur. Et pour moi à 80, je vais pas le prendre vainqueur, mais un petit top 3 de Brady Gilmore en plus, ça peut pour moi ça peut faire un petit peu la blague. Donc ils l'ont signé dans la World Tour, hein, il passe en World Tour dès 2026. Ils l'ont signé jusqu'en 2028. Donc Brady Gilmore, en top 3 sur l'étape. Je pense qu'on aura une cote. Bon, j'en ai parlé dans le podcast, ça va effondrer la cote évidemment. Je pense que ça sera autour de 10. Mais voilà, il y aura une petite croquette, genre à 0,05% de bankroll ou un petit truc comme ça. Vous, en fonction du talus, il y a quelque chose qui vous plaît, toi Enzo, sur cette étape-là? Honnêtement, j'ai pas regardé la start list. Là, j'étais juste en train de t'écouter pour découvrir ce qui va se passer. Il y a Grégoire, hein, qui peut être bien. Voilà, je dirais que la petite erreur de cotation, Remco, côté deuxième. Remco, c'est pas forcément sur ce genre de talus. En plus, il va falloir frotter, il va falloir se placer. Je suis pas c'est surtout, t'as vu la déclaration de Remco? Qu'est-ce qu'il dit, Remco? J'ai pas vu, non. Au départ, l'interview
avant l'étape numéro 1. Il a dit qu'il venait ici vraiment en préparation et pour se mettre en condition en vue des prochaines échéances, et qu'il venait pour aider Ilan Van Wilder à gagner, pas gagner, mais faire une place au classement général. Ah bah c'est vrai que en plus cette ascension là pour Van Wilder, après il y aura une étape plus compliquée, mais tu vois par exemple là pour le coup tu vois le match-up Only, parce que je trouve que c'est une bonne, à la base Only c'est un puncher, hein. C'est aussi un mec qui aime bien. Il me semble qu'au début de l'année il avait tenté le sprint, tu sais vous vous rappelez là sur l'étape où Pogacar avait tenté le coup, la première étape de l'UAE Tour qui avait été gagnée par Jonathan Milan, où on avait un espèce de faux plat montant, on savait pas trop où ça allait aller. Est-ce que moi Only je le vois dans l'histoire et je le vois faire une place. Ouais c'est ça, il fait cinquième. Milan, après on avait Philipsen qui avait été relagué, Finn Fisher Black, Andresen, Van Delvet, et on avait Only aussi. Donc sur ce genre de sprint, c'était un sprint qui était encore beaucoup plus facile que celui qu'on va avoir. Après, il faut faire attention, faut être placé ici. En fait, le circuit est assez spécifique. De ce que je vois, t'as à peu près, on va dire, sur l'entièreté du circuit, t'as à peu près 7 km de route étroite, notamment dans la portion descendante, et les derniers 750 mètres de cette montée. Donc, où il y a la ligne d'arrivée. Sur les derniers 750 mètres, la route, elle devient étroite, c'est un chemin de chèvre ascendant, donc le placement sera vraiment primordial dès la flamme rouge, quoi. Oui, donc ça me confirme que Remco va peut-être pas forcément aller jouer sa saison sur ça en fait. Donc, par contre, Only, lui, il a, voilà, sur ce que j'ai vu, il est plutôt là pour essayer de jouer. Alors, lui aussi, il est en phase de préparation pour la fin de saison, mais il est quasi à domicile. Voilà, parce que Only, c'est un Écossais, mais voilà, ça reste un Britannique. Je pense quand même que devant le public, il va tenter quand même un petit peu, il va tenter sa chance. Non, Only à 2. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors après, encore une fois, je vais pas non plus m'enflammer sur les match-up. Mais Only à 2 face à Remco. Voilà, je l'ai à 2,1. Allez, on va se mettre un petit 0,15% de bankroll. Le pic de cette quatrième étape du Tour de Grande-Bretagne. Vous avez un petit truc à rajouter sur l'étape ? Alors, pas sur cette étape, mais je viens de penser à quelque chose. Je suis désolé, mais je vais faire un énorme retour en arrière. Vas-y, ne sois pas désolé, Enzo. C'est le coup tordu, c'est tordu, hein, donc on tord le podcast dans tous les sens, c'est pas grave, c'est le concept. Un homme qu'on n'a pas cité, et je pense qu'il va bien performer demain, c'est Félix Gall. Ah, ouais. Tu me fais plaisir. J'étais en train de regarder un truc et je me suis dit, putain, mais genre pour moi c'est top 5 minimum. Bah oui. C'est minimum top 5. Parce que je pense qu'il faut pas trop se fier à sa performance. C'était quoi attends que je retrouve l'étape là. Il y a 3 jours. Lara Belagua, où il pète un petit peu. Parce qu'on est en lendemain de journée de repos. Et sur le Tour de France, ça avait été un peu pareil. Le lendemain de journée de repos au Ventoux, il avait pris un petit tir. Et pourtant, il finit la 3e semaine en bombe. J'ai peut-être le sentiment que les lendemains de journée de repos quand il y a de la montagne, c'est pas forcément son truc. En tout cas, cette année, on dirait que c'est pas le cas. Ça fait 2 fois sur 2, donc on est sur du 100%. Mais par contre, de ce qu'il a montré dans Val d'Escaraï, la veille du coup de la journée de repos, il est en forme. Hein. Il est en forme, et demain, montée de 40 minutes, un truc pour pur grimpeur. Moi, je pense sincèrement que c'est un solide top 5. Ouais, ça peut même faire top 3 surprise. Si pourquoi pas. Pitcock se croque, ouais. Voilà, j'allais dire Almeida, j'ai du mal à le voir sous dans mon ouais, c'est ça, ouais, Almeida, ouais. Et Almeida, il est jamais nul. Hein. Il est jamais incroyable, mais il est jamais nul. Mais tu vois, pour moi, entre Pitcock, Hindley et Gall, ça joue. Ouais. Je suis assez. J'en vois pas un autre de ces 5-là sur le podium, en tout cas. Si je devais en citer 5 pour le podium, ce serait. Et bah parfait pour ce petit complément sur la 13e étape de la Vuelta. Désolé pour le retour en arrière. Encore une fois, c'est le concept, c'est le coup tordu. Voilà, c'est le coup tordu, c'est tordu quoi. On sait comment ça commence, on sait pas où ça va, ça revient, ça repart. C'est le nom du podcast, c'est le concept de l'émission. Merci à tous les deux pour cet épisode.
Ah, merci à toi, c'était sympa. Bah grave, Enzo, il y a tes previews bien évidemment à retrouver sur ton site The Big Gear et la belle preview pour cette 13e étape de la Vuelta. Bon, ça va être du classique. J'admire d'ailleurs le courage d'Enzo de venir dans le podcast. Parce qu'il a évidemment son enfant à charge et c'est évidemment une prise de temps qui est faramineuse. On l'a entendu un petit peu tout à l'heure. Voilà. Ouais, Il a dit ses premiers mots dans le podcast. C'est bon ça. Bravo Enzo, mais surtout pour sa présence finement choisie sur les étapes où on connaît déjà le vainqueur. Ah, mais attends, après, non, mais sinon, j'en ai marre d'avoir que des pronos catastrophiques. Faut bien que j'ai des tapines de temps en temps, quand même. Oh, la punchline. J'ai la ref. Bon. Très bien. Donc The Big Gear pour aller mater ça, hein, le site d'Enzo, The Big Gear, et puis voilà, pour retrouver Enzo, vous le retrouvez sur son compte X, son compte Twitter Analyste Phoenix, et toi Thibaut également sur Vélo Futé, hein. T'as fait la preview. Ouais, c'est déjà sorti. Ok, très bien. Bah, allez mater tout ça sur Vélo Futé, Thibaut Chambre sur X, sur Twitter. Je vous rappelle les réseaux sociaux du Coup Tordu, le Instagram, le Facebook, le TikTok, le X, le Twitter, le Coup Tordu, c'est absolument partout. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'échanger, discuter avec vous en dehors du podcast. Le Coup Tordu, c'est fait aussi pour ça. Et on se retrouve demain pour l'analyse et pour la preview de l'étape 14. Ciao les amis. Salut à tous.